Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute. Aujourd'hui, un catch-up avec Thomas Effantin, qui est le cofondateur de Trusk. J'avais reçu Thomas en octobre 2019. C'était l'épisode numéro 13 que je vous invite à écouter ou réécouter pour réviser avant d'écouter ce catch-up, si le temps vous le permet évidemment. Thomas Effantin est donc le cofondateur de Trusk, qui est un spécialiste du dernier kilomètre. Évidemment, le secteur de la livraison, en amont, en aval, au milieu, a été fortement impacté par la période de Covid, avec un bond en avant des usages, du business, du e-commerce. Et c'est ce que Thomas va nous raconter dans ce catch-up. Principalement un changement de prisme, puisqu'il faisait à l'époque du ship from store, et aujourd'hui ils sont presque à 100% en cross-docking. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il nous l'explique dans cet épisode qui est passionnant. On abordera également les apprentissages de la période, plus sur un point de vue pilotage, gouvernance. Et enfin, on terminera sur l'avenir de la livraison, la différence avec les acteurs traditionnels et les acteurs nouveaux, les startups, et l'avenir du e-commerce et de la boutique et du retail. Bref, un épisode catch-up passionnant. Belle écoute. La livraison, ça peut rapidement être une vraie tannée. Alors je vous passe mes anecdotes rocambolesques de livraison de meubles au mauvais endroit ou au mauvais moment, mais la livraison, c'est quand même une des étapes clés de l'expérience client sur laquelle il faut sacrément assurer quand on est e-commerçant. Si vous écoutez le panier, chers auditeurs, vous le savez, trouver le bon partenaire pour vos expéditions est évidemment l'un de vos principaux enjeux. Alors je me permets de vous présenter Upella. Upella est le partenaire idéal pour toutes vos expéditions en France et à l'international. Que vous soyez un e-commerçant ou une boîte B2B qui envoie régulièrement des colis aux 4 coins du monde, Upella est une excellente solution. Et en plus, c'est hyper simple d'utilisation et très intuitif. Vous vous rendez sur le site upella.com, upela.com, vous entrez les adresses de départ et de livraison, la date et le volume du colis, puis vous trouvez en un clic le meilleur transporteur au meilleur coût. Ils ont déjà de nombreux clients, vous en connaissez un, la box à planter par exemple, qui est passé sur ce podcast, mais aussi le chocolat des Français, ou même TikTok, qui leur font déjà confiance pour leurs expéditions. Upella offre en plus à tous les auditeurs du panier 10% de réduction sur votre première commande avec le code PANIER10, 10 en chiffres, PANIER 10. Pour en bénéficier, c'est très simple, rendez-vous sur le site upela.com, upela.com et ajoutez bien le code promo PANIER10 lors de la validation de votre commande. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce catch-up avec Thomas Effantin, qui est cofondateur de Trusk, comme je vous le disais en intro. Salut. Hello Laurent. Ça va ? Bah écoute, génial, je rentre de vacances, donc je suis full énergie et encore merci de m'inviter parce que ça fait toujours plaisir. Italie et Costa Rica, on se disait ça avant on devait commencer l'enregistrement il y a une demi-heure et en fait on n'arrête pas de papoter. Mais on s'est dit plein de choses intéressantes qui ne sont pas e-commerce, donc je vous épargne, mais je suis très heureux de te recevoir. Surtout que j'ai plein de questions. On est en septembre 2021. On sort, je crois, doucement, pas sûrement, mais doucement, de cette période un peu difficile de Covid. Le Covid qui, l'année dernière, en 2020, a été un énorme accélérateur de changement dans l'e-com et évidemment dans la livraison. Pour des acteurs comme toi, j'imagine que l'année a dû être mouvementée. Et surtout, comme le disent beaucoup, le marché a pris 5 années ou 10 années de maturité sur certains sujets. Et l'un de ces sujets principaux, c'est la livraison. C'est votre cas, puisque vous avez un peu changé de paradigme.
sur votre approche et tu vas nous raconter tout ça. On va parler de la Trust Academy, on va parler de votre type de clientèle. Vous êtes presque maintenant à 100% sur des enseignes. Donc la place du B2B2C qui est devenu, tu nous diras ce que c'est pour être sûr qu'on parle de la même chose. 2%. Qui est maintenant que 2%. Et puis voilà, le présent et l'avenir de la logistique chez vous et sur le marché. Et le passage du ship from store au cross-docking. Ça nous fait Exactement. Un beau programme. Dans ce métier, qui est un métier difficile, qui est un métier d'optimisation, la livraison. Un métier d'homme aussi. Vas-y. Non, mais un métier d'homme de relation. Oui, quand je dis métier d'homme, c'est effectivement d'optimisation, mais c'est aussi un métier où tu dois être en contact perpétuel avec tes transporteurs et les magasins. C'est un métier de contact. Il y a beaucoup de technologie et d'optimisation, mais c'est aussi avant tout un métier où tu dois être présent, tu dois être sur le terrain. Et voilà. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est un métier qui est local. C'est-à-dire, il faut penser global, mais en même temps, il faut être local. Parce que tu ne traites pas un même client à Marseille qu'à Paris. Du moins, tu vois, tes magasins ou les transporteurs n'ont pas le même état d'esprit. Comment tu définis Trust aujourd'hui ? Alors, Trust, donc, ça a été fondé en 2016 maintenant. Ça va faire quasiment 6 ans que ça a été créé. Donc, aujourd'hui, on est une centaine de salariés. J'ai la chance d'être associé à 2 ingénieurs qui sont Sébastien et Jonathan, que j'embrasse. Aujourd'hui, nous, on travaille sur la livraison du dernier kilomètre. C'est-à-dire que on met à disposition dans l'heure ou des véhicules pour transporter tout ce qui est volumineux de 30 kg à une tonne 2 exactement. Et donc, on a 3 types. T'as des objets d'une tonne 2 ? Non, mais si tu veux, le poids de la marchandise, oui, qui peut être par exemple du carrelage qui peut peser une tonne 2. Et ça, on livre effectivement la plupart du temps à l'étage. Et donc, on a 3 types de véhicules, des 6, des 12 et des 20 mètres cubes. Et nous, c'est très important aussi, on travaille uniquement avec des professionnels du transport qui sont des capacitaires, qui ont leur propre véhicule et qu'on va sélectionner via la Trust Academy. Tu en parlais tout à l'heure, qui est notre école de formation qui nous permet de sélectionner les bons transporteurs. Parce que si tu veux, il y a plus de 60 000 sociétés de transport dans toute la France. Et effectivement, il faut sélectionner les plus professionnels. Et voilà. Donc, 60 000 transporteurs dans toute la France ? Ouais, il y a 60 000 transporteurs en VL dans toute la France. Véhicules légers ? Véhicules légers, exactement. Ouais. Alors, pardon, tu as dit 6, 13, 20 mètres cubes, juste pour nous donner 6, 12, 20 mètres cubes. 6, 12, 20, ça c'est quoi un 6, un 12 et un 20 ? Le 6, ça va être ça fait la taille d'un monospace ? C'est 2 fois le Kangoo, tu vois okay. Tu as un Kangoo, on en voit souvent. Des 12, c'est des Renault Master, je sais pas si ça te parle. Une camionnette. Voilà, et les 20 mètres cubes... comment je pourrais te le décrire ? C'est des petits camions. Ouais, c'est des beaux petits camions dans Paris, quoi. Ok, très bien. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est intéressant. Vous passez à l'électrique ? Alors, ça va être un des gros changements qu'on est en train d'opérer. Vous en avez déjà ? Voilà, on a déjà des véhicules électriques. Donc, comme tu le sais, Paris est en train de devenir une ville propre. De plus en plus de vélos, de plus en plus de véhicules électriques. Et aujourd'hui, les transporteurs sont en première ligne. Donc, nous, on accompagne aujourd'hui nos capacitaires pour un changement dans les prochaines années et d'opérer de plus en plus en électrique. Donc, on a la chance d'opérer en électrique avec un client qui s'appelle Ikea. Aujourd'hui, on a nos entrepôts avec Ikea à Gennevilliers, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une situation géographique qui est proche de Paris et donc de pouvoir utiliser nos véhicules électriques. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu d'offres. On utilise le 20 mètres cubes Renault avec une autonomie de 140 km. Donc on opère, on récupère la marchandise à 7h du matin, on fait une première tournée, on ramène le véhicule en général vers 13h, on charge le véhicule avec une charge rapide et le véhicule repart pour livrer sur l'après-midi. Et ça, aujourd'hui, on opère avec une dizaine de véhicules. On est déjà en train de passer à une commande de 10 véhicules supplémentaires. Et notre objectif, c'est petit à petit de transformer la flotte du thermique en électrique. Juste pour avoir un ordre de grandeur, un thermique, il faisait une tournée de combien de temps ? Il fait la journée. Le thermique, il a une autonomie, je crois que c'est de plus de 600 km avec un plein. Alors qu'aujourd'hui, il y a des stations-service partout. Voilà, il y a des stations-service partout. Et un plein, ça dure 5 minutes et pas c'est pas illimité, 1 heure. Alors que pour l'électrique, c'est 140 km et si tu tombes en rade, t'es en rade, quoi. Donc, il faut venir récupérer le véhicule. C'est bien.
Mais enfin, il n'y a pas de mais, pardon. Je vois pas mal de camions à l'hydrogène. Ouais. Aussi. C'était un choix, l'électrique. C'était une réflexion. Enfin, il y avait eu. Alors, l'hydrogène coûte encore extrêmement cher. Ok. Donc c'est pour ça qu'on s'est positionné sur l'électrique. Et nous, on avait un objectif avec Ikea, c'était de lancer absolument le 1er janvier 2021. Donc il fallait absolument en fait qu'on opère cette transition, et avec l'électrique, ça s'est fait rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en veille perpétuelle sur l'hydrogène. Mais aujourd'hui, c'est sur l'électrique qu'on se concentre. D'accord. Est-ce que c'était une volonté commune avec Ikea, j'imagine, mais imposée, ou c'était en partenariat? C'était une condition sine qua non pour bosser ensemble? Ouais, non, c'est un partenariat. Donc okay. Effectivement, Ikea pousse pas mal sur l'électrique, ce que sur je ses comprends tout à prestataires. fait. Et nous, on a absolument envie de faire cette transition écologique, parce que de toute façon, si tu fais pas cette transition, j'ai bien peur que demain, le transporteur n'existe plus, en tout cas pour livrer sur Paris. Et nous, on fait partie de ces précurseurs qui avons lancé Trust électrique. Et on en est très fiers, et on continue. Et surtout, on arrive à bien opérer, quoi. Ces 10 véhicules ont été une vraie phase d'apprentissage pour nous. Et aujourd'hui, on a confiance en l'électrique, et on veut vraiment développer cette gamme. Compris. Tu m'as dit 60 000 capacitaires en véhicules légers en France. Il y en a combien qui travaillent avec Trust? Non, après, nous, on n'a pas besoin d'avoir une multitude comme des chauffeurs Uber, par exemple. Nous, on travaille, donc je le répète, qu'avec des professionnels qui déclarent leurs salariés, qui ont une société de transport. Qui ont suivi la Trust Academy. Voilà, qui ont suivi la Trust Academy. Alors, on n'est pas là pour objectif de former les capacitaires, parce que normalement, c'est des gens qui savent déjà faire leur métier, mais de bien sélectionner les transporteurs qui sont en règle, qui imprègnent aussi un petit peu nos valeurs qui sont Trust. Et à partir de ce moment-là, donc eux nous mettent à disposition leurs camions. Donc ça, on va vérifier que ce sont des camions aussi qui sont récents, parce qu'on ne veut pas des camions de plus de 5 ans. Ou autrement, on va les aider à faire cette transition écologique qui est électrique. Et rappelle-moi ta question. Sur les combien de Truskers aujourd'hui? Oui, et Truskers, aujourd'hui, on a à peu près... je dirais plus de 300 capacitaires. Donc, en moyenne, un capacitaire, c'est entre 2 et 3 véhicules. Donc, on a à peu près entre 600 et 800 camions qui tournent quasiment tous les jours. Ok, c'est beau. Et dont une certaine partie en propre? Alors, nous, en propre, on n'a pas de camions en propre, sauf les 10 électriques dont tu parlais, 10 électriques sur lesquels on a décidé de les financer. C'est pour, encore une fois, accompagner notre Oscar. Okay. Mais on n'a pas pour vocation à devenir une société de location d'utilitaires. C'est juste pour amorcer la pompe. Le Covid, l'année dernière, quels ont été l'impact pour toi et ton métier et ta boîte? Écoute, le Covid, avec le recul, ça a été une de mes plus belles expériences entrepreneuriales, en toute transparence, parce que, comme tu le sais, comme toi, comme moi et comme toutes les sociétés, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Alors, c'était assez drôle, parce que pour la petite histoire, on avait vu nos investisseurs 3 mois avant. Et une de mes employés qui avait senti cette crise, avait détecté en fait des signaux qui justement nous a mis un petit peu en garde. Et c'était assez drôle parce qu'on est allé voir, je me rappelle à l'époque, Daphne. On avait fait une table ronde avec Daphne en disant en cas de crise, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire. Daphne, fonds d'investissement. Voilà, bien sûr, donc on a 3 fonds majoritaires qui sont Via-ID, qui est l'historique, le groupe Mobivia. On a Daphne et la Suisse Post. Et après, on a aussi Global Founder Capital. C'est marrant parce que The Family. The Family en investisseur? Ouais, alors via des Godfather. Okay, c'est leur pool ça a été au tout début. Et oui, j'allais dire Daphne, chers auditeurs, c'est DAPHNI, qui est un fonds qui avait été cofondé par Marie Cland, entre autres. Voilà. Je ne veux pas dire de bêtises, qui a maintenant un autre fonds. Mais exactement. Qui sort un peu des sentiers battus. C'est un fonds très urbain, si je dis pas de bêtises. Très urbain, et je conseille à toutes les startups d'envoyer leur dossier chez Daphne, parce que franchement, c'est un super fonds d'investissement. Et donc, pour revenir à nos moutons, donc le Covid, donc on organise cette réunion et on essaye d'élaborer différents scénarios. Et donc on échange, etc. Et le dernier scénario arrive en disant et si les magasins ferment? Et là, on s'est tous mis à rigoler autour de la table en disant jamais ça ne va. Jamais ils vont laisser les non, magasins. mais jamais fermer, ça va arriver, c'est pas possible.
Donc au final, on sort de cette réunion et on va boire une bière, etc. Donc on discute, nanana. Et ce fameux jour arrive du confinement. Je ne me rappelle plus exactement de cette date. Ouais, dans ces eaux-là. Donc il faut savoir que nous, on avait quasiment 90% de notre chiffre qui partait je veux dire, qui faisait du ship from store. Donc c'est-à-dire qu'on allait récupérer la marchandise dans les magasins de nos partenaires pour aller livrer les clients. Donc le modèle, je le rappelle à l'époque, ouais. Flashback, c'est j'ai acheté un objet, un canapé qui vient de Leroy Merlin ou de Alinea, du BHV ou d'Alinea. Ouais. Le Trusker reçoit plutôt le magasin reçoit la demande, l'envoie à Trusk envoie un Trusker chercher l'objet et qui me l'amène, me le livre là où je suis. Et là, le client décide à quel moment il veut se faire livrer. Il peut aussi bien se faire livrer le jour même qu'à J+1, J+15 sur des créneaux de 2 heures. Donc, à l'époque, juste pour bien comprendre le delta, à l'époque, il y a cette possibilité de se faire livrer, tu viens de le dire, immédiatement, ou plus tard, ça veut dire qu'il y a une zone tampon où vous stockez... Le magasin prépare la marchandise. Nous, on vient récupérer cette marchandise pour aller livrer le client immédiatement. D'accord, donc si j'ai choisi de me faire livrer dans 5 jours, le Trusker part dans 5 jours. Voilà, en fait, le magasin sait qu'il doit préparer la marchandise dans 5 jours. Il a un horaire il a un horaire qui est indiqué où le Trusker va passer récupérer la marchandise. Et donc, à ce moment-là, la marchandise doit être prête. Nous, on la récupère et on va livrer le client. Donc, à ce moment-là, il y a 1 an et demi, tu as une flotte de Trusker qui se baladent, des livraisons one-to-one. Ouais, one-to-one. Enfin, un objet à une personne. Quasiment que du one-to-one. On avait commencé le cross-docking, donc la logistique avec Ikea sur la partie Gennevilliers. Et à partir de ce moment-là, nous, si tu veux, on avait peut-être pas 90%, mais 80% de notre business, c'était représenté par du ship from store. Donc, le fameux jour arrive où on nous annonce que les magasins doivent fermer. Et là, on se retrouve avec mes associés et le COMEX en se disant qu'est-ce qu'on va faire, quoi. On va perdre quasiment la totalité de notre chiffre. C'est pas possible, quoi. Et donc là, on a dû réfléchir à différentes situations et différents scénarios. Donc la première chose, c'est assez intéressant, c'est que j'ai fait appel à différents entrepreneurs pour avoir un petit peu l'avis de comment gérer une crise. Parce que si tu veux, ça fait 10 ans que j'entreprends, mais j'ai jamais vécu cette situation et ça, c'est compliqué. Et donc, je me rappelle très bien d'une intervention de Marc Furiano, je crois, et également de Daphne qui avait organisé une réunion avec Marc Simoncini, qui expliquait un peu et qui témoignait des différentes crises qu'ils avaient passées. Et là, je me suis rendu compte à quel point il fallait, en fait, 1 euro économisé vaut beaucoup plus qu'1 euro de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, on n'a aucune visibilité. En cas de crise ? Ouais, en cas de crise. Tu ne sais pas, en fait, ce qui va se passer. Surtout dans mon métier-là, où tu te dis qu'aujourd'hui, on est aussi une start-up où on burnait pas mal tous les mois. Il fallait, si tu veux, qu'on ait une visibilité sur ce qui allait se passer. Et pour ça, pour tenir le choc, il fallait structurer les coûts et pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, quand tu as les magasins qui sont fermés et que tu sais que tu ne vas pas faire de chiffre d'affaires pendant les 3 ou 4 mois prochains, tu as intérêt à économiser un maximum de capitaux. Je comprends. Je réfléchis, pardon. Nous, on a eu une approche qui était un peu différente, qui était keep pushing. On n'a jamais autant bossé et été aussi actif. Et c'est d'ailleurs ce que je te disais en préparant l'entretien, on a fait 50% de croissance l'année dernière, mais c'était en partie grâce à ça. Mais nous, on n'était pas dépendants effectivement d'un monde qui bouge vers le bas, disons. Nous, on a été impacté vers le haut, puisque quand tu peux plus ouvrir ton magasin, tu fais un e-commerce, voilà. Et pour ça, tu as besoin d'une agence. Tu te diriges vers le digital. C'est intéressant. 1 euro économisé vaut mieux qu'un euro de CA voilà. Dans certaines industries, en tout cas, ou certaines verticales en cas de crise. Les différents entrepreneurs nous ont conseillé en disant écoutez, c'est pas compliqué. L'objectif, c'est d'arriver à quasiment à ne plus burner. Donc à ce moment-là, tu te poses la question en te disant ok, j'ai 80 salariés, aujourd'hui je burn tant, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, on a pris un fichier Excel et on a fait tous nos coûts en se disant bon alors est-ce que ça c'est nécessaire? On a fait la technique du bateau bateau de survie, c'est-à-dire qu'est-ce que tu gardes en cas de naufrage et dont tu as besoin. Et c'est là où tu te rends compte de plein de choses et tu te rends compte à quel point tu peux dépenser parfois des choses qui ne sont pas forcément nécessaires à ton business et assez inutiles.
Et à ce moment-là, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on devait faire. Et donc, on a été très dans la transparence avec les équipes. Ça a été extrêmement important. Combien d'équipes, combien d'employés à ce moment-là? On avait à peu près 80 salariés, il me semble. Okay. Et on a été extrêmement transparent avec les équipes, c'est-à-dire qu'on leur communiquait un petit peu ce qui était en train de se passer et qu'est-ce qu'on devait faire. Donc, on leur expliquait qu'effectivement, il fallait réagir assez rapidement. Donc, nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop attendu, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois de Covid, on a directement pris le taureau par les cornes et l'objectif, c'était de réagir le plus rapidement possible. Et là, on a arrêté toutes les périodes d'essai. On venait d'embaucher, je crois, une quinzaine de personnes. Donc là, on a arrêté toutes les périodes d'essai. Et ensuite, on a vu un certain nombre de salariés aussi qu'on pensait ne plus être dans l'état d'esprit de Trust. Et en discutant avec ces gens-là, on s'est dit qu'effectivement, ça serait bien de partir, tu vois, potentiellement. Et écoute, on a eu une très bonne transition. Il y a pas mal de gens qui ont décidé de partir à ce moment-là. On peut en parler 2 minutes de ça ou pas? Ouais, si tu veux, vas-y. J'ai lu un bouquin formidable qui s'appelle, que je vous recommande à tous d'ailleurs, Netflix, la règle, pas de règle, et qui raconte le management chez Netflix où il y a justement assez peu de règles. En préambule, il raconte ce moment de l'histoire de Netflix où ils ont vécu une période difficile, on va dire, un trou d'air. Ils étaient 130 et ils ont laissé partir, je ne sais pas comment le dire poliment, mais une quarantaine de personnes. Et au final, ils étaient aussi efficaces, voire plus, à 80 qu'à 130 comme il était avant. Et il raconte exactement ça, c'est une question d'alignement. Donc il a juste décidé de garder les meilleurs, c'est-à-dire alignés, efficaces, productifs, ainsi de suite. Les très très bons, mais pas dans les valeurs, malheureusement, ça ne fit plus. Les pas bons, évidemment, Clairement. Comment vous avez fait? Comment ça s'est passé? Quel a été le discours? Écoute, je pense qu'on a été vraiment transparent avec les salariés en leur expliquant que si on n'agissait pas maintenant, qu'il y avait de fortes chances qu'on allait peut-être pas mettre la clé sous la porte, si tu veux, mais qu'il fallait qu'on agisse. Et je pense que ça a atteint un certain nombre de salariés qui se sont rendus compte qu'effectivement, ils étaient plus trop alignés avec la future vision de la boîte et ont décidé de partir par eux-mêmes. Et donc, on a à peu près 15 périodes d'essai qui sont parties, plus une dizaine de personnes qui étaient là depuis 2-3 ans. Et donc, ça nous a permis, en fait, de... Ils ont levé la main ou tu allais les voir? Je veux dire, une partie ont levé la main, ouais. Et une autre partie, je suis allé les voir en direct et on a pu discuter face-to-face. Et donc, c'était une très, très bonne période. Période difficile... humainement, psychologiquement c'est pas facile, et c'est ta boîte, humainement, mais au niveau entrepreneuriat, ça a été une période très excitante parce que, si tu veux, c'était la première fois où j'avais affaire à une crise et mes associés de la même manière. Donc, je pense on s'en est bien tiré. On a fait des erreurs, je pense aussi, mais aujourd'hui, avec le recul, je ferai quasiment la même chose. Est-ce qu'il y a des périodes d'essai qui sont revenues? Non. Okay. Non, pas de périodes d'essai qui sont revenues. Non, à ma connaissance. Et donc voilà. Et donc on s'est retrouvé avec des gens effectivement qui étaient à fond dans la culture de Trust, alignés avec les fondateurs, donc mes associés et moi, avec ce qu'on voulait faire. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a embrayé, quoi. Et on est repassé d'une période où on ne devait pas faire de croissance. On avait un petit peu peur pour cette année, et au final, on a fait pas mal de croissance. On a eu une super dynamique et surtout on a donné un nouvel élan et une nouvelle direction à la boîte qui est on va se concentrer sur la logistique parce que comme je t'en parlais juste avant notre activité était quasiment sur le ship from store, donc c'est-à-dire on récupère la marchandise dans les magasins de presque intégralement en dehors de quelques grosses enseignes. 80% de notre activité, je te dirais, était sur du ship from store. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte que les magasins ne livraient plus parce qu'ils étaient fermés, mais que le e-commerce était en train d'exploser. Et pour s'adresser au marché du e-commerce, tu te dois d'avoir un entrepôt pour réceptionner la marchandise et ensuite aller livrer le client. Donc, ce qui s'était passé, c'est que nous, on avait déjà une expérience avec Ikea, parce qu'on faisait déjà ça avec Ikea depuis quasiment 1 an. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas prendre un entrepôt
en périphérie de Paris pour essayer de commencer à présenter ce nouveau service à nos clients et s'adresser à leur flux e-commerce. Et en fait, on a eu un premier client, un deuxième client, un troisième client qui commençait à nous envoyer le flux. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais c'est magique parce qu'en fait, le flux ne cesse d'augmenter. On a un flux qui est avec une vraie visibilité. On sait exactement, quasiment à quelques pourcentages près, de combien de volume on va avoir le lendemain à J+3 ou à J+5. Et en plus de ça, c'est nous qui optimisons nos propres tournées. Donc le Trusker ne se déplace plus non plus pour une livraison, mais se déplace aussi pour entre 5 et 10 livraisons en fonction du volume et de la taille des colis. Et nous, ça nous a permis aussi d'enclencher sur l'électrique. Et donc voilà, donc on est ressorti de la crise en se disant, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Donc maintenant, on va développer aussi, on va garder notre business de Ship from Store, parce qu'on continue à opérer avec un certain nombre d'enseignes, et ça grossit aussi, hein, mais plus lentement que sur la partie logistique. Et donc aujourd'hui, on a une vraie offre de cross-dock qu'on est en train de développer. Donc, tu peux me définir le cross-docking ? Alors, le cross-docking, c'est le fait d'avoir un entrepôt en périphérie de grandes villes où nous, on réceptionne la marchandise qui a déjà été achetée par un client, en général, donc sur Internet, qu'on va réceptionner, qu'on va vérifier qu'on a bien reçu la marchandise de tel et tel client, qu'on va ordonnancer dans nos entrepôts, et les truskers vont venir récupérer cette marchandise, donc non plus pour une livraison, mais ils vont récupérer entre 5 et 10 livraisons qui vont aller livrer. Donc l'objectif, c'est d'optimiser au maximum. Donc c'est par exemple de permettre à un trusker de prendre l'arrondissement du 7e arrondissement de Paris ou du 10e et d'optimiser un maximum les tournées pour que puisse optimiser... T'as un logiciel d'ailleurs d'optimisation de tournée ? Non, c'est nous qui développons tout en interne. Vous avez tout fait en interne ? Ouais, on a tout fait en interne. Je vais pas dire que c'est le nerf de la guerre, mais c'est un sujet important, l'optimisation d'une tournée. Et j'imagine qu'il y a il y a plein de softs qui existent. Pourquoi vous avez choisi de le faire vous-même ? Pourquoi on a décidé de le faire nous-mêmes ? C'est une bonne question, mais parce que je pense qu'on a des développeurs qui sont très compétents et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir notre propre outil, tout simplement. En fait, pardon, je fais des affirmations, mais en fait, sans être sûr de moi. Je me demande s'il y a des softs sur étagère qui existent. Je sais que je crois que Marcel avait vendu sa boîte à Renault, si je dis pas de bêtises, et c'était principalement Marcel qui était un VTC. Ouais, très bien. Et c'était principalement pour l'outil de gestion de ils avaient flotte, créé d'optimisation, exactement. Un outil de flotte dont le nom m'échappe, mais il en parle dans un Usofleet. Exactement. Super épisode de Génération de Do It Yourself que je vous recommande. Dans le cross-docking, la différence avec quelqu'un qui fait du warehousing et du fulfillment, c'est que ton tampon de stock, et c'est juste le stock vendu. Nous, on ne stocke pas. Alors, on va stocker les livraisons, les échecs de livraison. Donc, le client n'est pas présent chez lui, donc on va stocker cette marchandise. Mais nous ne faisons pas de stockage, nous ne préparons pas les commandes. On va simplement recevoir la marchandise qui est déjà prête et ensuite on va l'expédier. Donc l'objectif, en fait, c'est d'avoir quasiment zéro stock chez nous. Je comprends. C'est ton impératif, quoi, que ton entrepôt soit vide, en fait. Exactement. Okay. Donc en fait, tu peux avoir 10 000 commandes qui arrivent la veille, tu auras 10 000 commandes qui seront expédiées le lendemain, quasiment. Quel est l'avantage ou la friction pour un e-commerçant de travailler avec une plateforme de cross-dock ? Je dirais... Il n'y a que des avantages, il n'y a que des avantages, il y a que des avantages. Non, parce que le commerçant, ce qu'il fait, c'est qu'en général, il a des entrepôts où le mètre carré coûte moins cher. Donc, en général, tu as très peu de très gros entrepôts en périphérie de Paris. Donc, tu vas souvent retrouver des entrepôts dans le centre... je veux dire, je sais pas où exactement, mais si tu veux, le mètre carré est beaucoup moins cher. Donc, où ils préparent les marchandises. Donc, à partir de ce moment-là, ces marchandises sont expédiées de ces entrepôts-là et nous, on va les réceptionner. Et à partir de ce moment-là, ça leur permet de faire des économies. Et nous, on va expédier la marchandise le plus rapidement possible. Et tout ça, l'objectif, c'est que, faut jamais l'oublier, c'est qu'on est le dernier maillon de la chaîne. Donc, la dernière perception que le client va avoir d'une enseigne. Nous sommes le dernier contact. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre chez les gens, on va déposer la marchandise. Donc, c'est très important
aujourd'hui d'être en phase avec cette image-là, c'est qu'on se doit d'être excellent. Donc aujourd'hui, le e-commerçant, il trouve son compte chez Trusk parce qu'aujourd'hui, on respecte justement ce processus-là. C'est pour ça que nos Truskers passent par la Trusk Academy, que nos Truskers aujourd'hui ont un équipement, que les Truskers aujourd'hui ne roulent pas tous en électrique, mais vont petit à petit avoir cette transition sur l'électrique. Donc on fait attention à ça, et donc je pense qu'aujourd'hui, le e-commerçant, il trouve son compte parce qu'on voit nos volumes qui ne cessent d'augmenter. Donc j'ai envie de dire, on fait bien notre métier aujourd'hui. A priori, et surtout que c'est comme au restaurant, quand on se souvient principalement du dessert. On en parlait en préparant l'épisode, mais c'est la règle du pic fin de Daniel Kahneman que je croyais que tu m'avais donné, mais en fait j'avais trouvé ça dans TTSO, Time to Sign Off, qui est une excellente newsletter. Et la règle du pic fin, c'est qu'on se souvient de deux moments dans une expérience quelle qu'elle soit. C'est le pic, donc le meilleur ou le pire moment de l'expérience, et la fin, le dernier. Et évidemment, dans l'e-commerce, le service, le tunnel d'achat, les attentions, les emails que je peux recevoir sont évidemment participent à l'expérience que je vais vivre. Mais la livraison, elle est cruciale. Et je peux avoir une super expérience d'achat, produit, de transac, mais si la livraison, elle merde. Ah, mais clairement. En fait, le truc, tu te dis, une enseigne dépense énormément d'argent dans le marketing, dans l'acquisition client. Donc, à partir de ce moment-là, toi, tu dois être conscient de ça. Si tu n'es pas conscient et que tu foires ta livraison à la fin, potentiellement, c'est un client qui est peut-être perdu pour l'enseigne. Donc, c'est pour ça que nous, on joue un rôle qui est devenu extrêmement stratégique. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, le client commande de plus en plus sur Internet. D'ailleurs, c'est mon cas. Moi, je me déplace de moins en moins en magasin. Et encore une fois, le seul contact humain que tu as, comme je disais tout à l'heure, c'est le livreur. Donc, c'est vraiment à nous de jouer. C'est intéressant. Je me note une question pour tout à l'heure. La période du premier confinement et même le deuxième d'ailleurs a été impactée, a eu un impact sur plusieurs secteurs, mais notamment justement l'ameublement, la déco, les travaux, donc des objets soit volumineux, soit lourds, soit les deux. Toi, qu'est-ce que tu as vu comme tendance pendant cette période ? De la croissance. En fait, c'est assez intéressant, mais on a eu une grosse croissance jusqu'à juin, et habituellement, nos gros mois sont, on va dire, le pic absolu, c'est juillet. Mais en fait, les gens sont partis en vacances juillet-août parce que je suppose qu'ils voulaient un petit peu déserter les villes, voir un petit peu autre chose. Donc, il y a eu énormément d'achats l'année dernière, donc sur des périodes comme avril, mai et juin. Et juillet, ça a été un petit peu plus lent parce qu'en fait, les gens veulent profiter de la vie. Bah oui. Mais par contre, c'est vrai que pendant le confinement, les gens ont passé énormément de temps chez eux. Donc, ils se sont rendus compte, ça serait bien de changer de canapé, ça serait bien de changer de table, ça serait bien de faire des travaux. Et à partir de ce moment-là, les gens achetaient beaucoup plus. Donc, nous, on a explosé nos chiffres. Donc, on était bien contents. Cool. Tu parles donc d'un métier qui change et d'un prisme qui change pour Trusk. Vous allez continuer d'investir dans la logistique ? Ouais, c'est l'objectif absolu de Trusk, du moins la vision sur fin de l'année et jusqu'à la fin de l'année prochaine, c'est de proposer un maillage national pour nos clients. Sur ce principe de cross-docking ? Voilà, sur le principe de cross-docking. Donc aujourd'hui, on a 15 000 m² de cross-dock. On a 2 entrepôts à Paris, donc un à Gennevilliers et un à Vissou. Alors, pour les non-parisiens, c'est... donc banlieue parisienne. Ouais, mais nord, sud, est, ouest. Voilà. Là, pas très loin, et un dans le sud. Ok. Et on a un entrepôt aussi également à Toulouse. Et notre objectif, là, c'est d'ouvrir différents entrepôts pour pouvoir proposer cette solution à nos partenaires et de pouvoir livrer, on l'espère, d'ici fin 2022, 100% de la population française. Donc, on est en train de petit à petit de construire ce maillage. Et donc, attends, fin 2022, 100% de la population française, mais pas sur un modèle cross-dock. Si, modèle cross-dock. Mais donc, alors, c'est-à-dire, non, mais en fait, le mec qui est à Chambéry, comment tu veux pas installer des... Justement, à partir du moment où on a un entrepôt, nous, on est capable aujourd'hui, si je te donne l'exemple de Toulouse, de livrer sur un périmètre de quasiment 200 km. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, on sait exactement quelles sont les zones où on doit ouvrir pour pouvoir quasiment couvrir la population française. Ouais, tu mailles la géographie avec la démographie et puis tu arrives à avoir... Okay. Et là, on va ouvrir, normalement, on va commencer à ouvrir le sud.
Toulouse est déjà dans le sud, donc vous allez continuer de. Ouais, alors le sud, le sud sud Marseille, méditerranéen, quoi, le sud, Marseille, Nice sud-est. et d'autres villes. Top. Pour avancer, j'aimerais parler de tes apprentissages, alors soit sur le métier, soit personnel sur cette dernière année, puis on ouvrira sur l'avenir de la livraison, du e-com, du retail, du fluvial peut-être. Yes. Tes apprentissages cette année, si tu devais retenir 3 choses que tu peux nous partager. Entrepreneuriat, direction, gestion, pilotage. La première et que je répète souvent, c'est la culture. Je dirais c'est l'équipe. Le plus important, c'est d'avoir des gens alignés qui sont en phase avec toi et en tout cas les fondateurs. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de, pour moi, à mes yeux en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc ça, c'est la première chose. Après, je dirais la deuxième chose, c'est ne pas forcément être borné. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est aussi d'être en veille perpétuelle, de sans cesse réfléchir et d'essayer de voir un petit peu quels sont les axes d'amélioration du business. Et c'est vrai que, en toute transparence, quand tu te dis qu'on a commencé par le particulier, ensuite on est parti sur le professionnel à faire du cross-dock, du ship from store. Et ensuite, on se dit aujourd'hui qu'on est en train de développer la partie logistique, donc c'est-à-dire avec des entrepôts, des intérimaires, parce que c'est une vraie organisation. Hein. Il faut savoir qu'un entrepôt qui est basé à Gennevilliers ou à Vissou, c'est des entrepôts qui sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, tu passes quand même d'une activité un petit peu différente. Donc, tu as une vraie phase d'apprentissage là-dessus. Et c'est le fait d'être à l'écoute du marché et ne pas avoir peur d'oser faire les choses, quoi. Parce que tu vas voir tes investisseurs et tu leur expliques que là, tu es en train de petit à petit de développer une nouvelle section dans ton business. C'est pas simple à entendre pour tous les investisseurs. Et donc, ils ont bien fait de nous faire confiance aujourd'hui parce que je pense que cette partie du business-là va nous permettre de nous développer très fortement dans les prochaines années. Et le troisième point, laisse-moi réfléchir. J'ai envie de dire la vie est belle. Non, mais en fait, c'est bête, hein, mais je me dis toujours, on a passé des périodes qui étaient quand même très difficiles, mais je me rends compte à quel point la famille est important. Tu vois, parce que dans des moments, pendant le Covid, où tu es enfermé chez toi, alors heureusement, j'étais pas seul, donc j'étais avec ma copine et ma famille, mais à quel point, en fait, tu te rends compte que ces gens-là t'apportent énormément de choses et te donnent l'énergie d'entreprendre aussi, parce que j'ai la chance d'avoir mon père qui est entrepreneur aussi, et donc il m'a transmis cette énergie. Et c'est vrai que tu te dis ça te donne la force de réussir. Et ça, c'est vrai que ça a été un vrai apprentissage pour moi, même si je le savais avant, mais cette période du Covid qui a été compliquée, mentalement et psychologiquement, parce qu'il faut savoir qu'en plus, tu vois même pas les gens. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand tu parles aux périodes d'essai et aux salariés sur lesquels on s'est séparés, c'est tout ça en visio ou par téléphone. Donc, tu vois, c'est aussi délicat. C'est dur. Humainement, c'est dur. C'est humainement dur. Donc, c'est le soutien familial et le soutien de tes potes et de tes associés, parce qu'on a la chance d'être avec mes 2 autres associés extrêmement bien alignés. Et donc, ce qui nous a permis en fait de faire face à ces différentes vagues et de ressortir beaucoup plus fort. C'est beau. On pourrait s'arrêter là-dessus, mais j'ai encore des questions, c'est dommage. Mais la vie est belle, tu as raison. Et pourvu qu'elle le reste. On est en bonne santé. C'est ça, on touche du bois pour nous. Et nos proches, et vous. Je creuse. J'aimerais parler de l'avenir de la livraison. Qu'est-ce qui fait la diff avec les anciens parce que le cross-docking, c'est pas toi qui l'invente. Mais qu'est-ce qu'une start-up comment est-ce qu'une start-up vient chambouler ce sujet sur les années à venir et comment est-ce que tu vois l'avenir du e-com, du retail, de la boutique? Alors, ce qui peut changer, c'est effectivement le fait qu'on ait pas mal de tech qu'on ait insufflé dans notre business, ce qui n'était pas forcément le cas des traditionnels. Mais, j'ai dit les anciens, pardon, c'est pas poli, les traditionnels. Les traditionnels, les confrères même d'ailleurs, parce que c'est des confrères. Non, mais surtout, la grosse différence, c'est la flexibilité.
C'est-à-dire qu'en fait, un traditionnel, lui, va avoir un certain nombre de camions avec des capacités qui vont être limitées. Donc, c'est-à-dire que ils ont un business qui est beaucoup moins flexible que Trust peut proposer. Et donc ça plaît vraiment aux enseignes. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il peut y avoir aussi de grosses fluctuations. Tu vois, il y a de plus en plus le Black Friday. Le Black Friday, si tu veux, maintenant les enseignes, c'est ancré dans... Tu fais 20% de tes ventes annuelles sur l'espace de 3 jours. Pour les enseignes, en tout cas ouais. pour les enseignes, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui nous préviennent qu'elles vont faire elles vont participer au Black Friday. Et effectivement, nous, on leur apporte une vraie flexibilité. C'est-à-dire que on leur ouvre les vannes, en fait. C'est-à-dire qu'on a une capacité qui est quasiment illimitée. Alors, on leur prévient quand même qu'on ne pourra pas absorber plus de temps de commandes, mais si tu veux, par rapport à un traditionnel qui, lui, va bloquer ses capacités, nous, on va les ouvrir et ça va leur permettre de faire toujours plus de chiffres. Donc ça, c'est une grosse différence. Et après... Sur l'avenir de l'e-com, la boutique, le retail, j'ai le sentiment qu'on va vers un monde où la boutique te permet de découvrir, de vivre des expériences que tu vas ensuite acheter à différents endroits avec de la rupture de canal ou commander en boutique. Mais... Ouais, il y a de plus en plus de magasins maintenant qui investissent moins dans le mètre carré, donc c'est-à-dire qui transforment le magasin, comme tu l'as dit, en expérience, un vrai showroom. Et donc aujourd'hui, tu peux te faire livrer par... donc l'objectif, c'est que tu te fasses livrer par des plateformes comme Trust. Et donc ça peut être une grosse différence, qu'on est encore une fois, on est beaucoup plus flexible. Donc ça permet aux enseignes d'avoir une vision qui soit pas qui leur permette de grossir rapidement, quoi. Ok. Et l'avenir de Trust, est-ce que vous restez que sur la route? Il y a les airs, il y a le... Non. Il y a les hélicoptères, il y a les avions. Non, j'aimerais bien d'ailleurs. Non, aujourd'hui, on a déjà pas mal de choses à faire sur le VL, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui apparaissent, notamment, j'en parlais rapidement, mais le fluvial. Potentiellement, différentes enseignes réfléchissent au fluvial. On a aussi... les drones, j'ai envie de dire, on a été approché, mais c'est pas si simple, surtout sur l'objet volumineux. Mais non, il y a pas mal de véhicules qui sortent à droite et à gauche. Et donc, on est toujours en veille perpétuelle pour essayer toujours plus de véhicules électriques et aussi du véhicule hydrogène. D'ailleurs, je crois que j'ai un rendez-vous vendredi avec une personne spécialisée dans l'hydrogène. Donc nous, on est en veille perpétuelle. Sur ton secteur et le cross-docking, qu'est-ce que tu as vu à l'étranger qui t'inspire, où tu dis ça va pas tarder à arriver? Ou la livraison au sens large, mais... J'ai vu une vidéo en Chine, mais quasiment, ils construisent une ville souterraine, en fait. Une ville souterraine où tu peux transporter les colis avec des sortes de, je sais pas, des trains, ou des flux d'air comme veut faire Tesla. Je veux dire, Elon Musk avec le nom m'échappe, mais bon, c'est des trains dans des... Voilà. Et donc ça, tu vois, donc effectivement... Hyperloop. Ouais, Hyperloop. C'est très inspirant, mais bon, avant que ça arrive à Paris, j'ai envie de dire, je sais pas si tu seras encore vivant, moi aussi. C'est intéressant, mais on pourrait imaginer des tunnels de métro qui font passer à la fois du métro, mais aussi pourtant, pourquoi pas, de la marchandise, tu vois. Tiens, tu me fais penser à ça. Oui, effectivement, on a été approché pour transporter potentiellement des colis par le métro. Surtout que le métro à Paris, c'est une aberration, mais il s'arrête c'est 2 heures, 1 heure, 1 heure du mat et 5 heures du mat, tu vois. Donc, tu as des tunnels à utiliser qui pourraient... Ouais, c'est d'utiliser les transports en commun. Donc, malheureusement, ça ne s'est pas encore fait, mais on est en pourparlers. Donc, si ça se fait, je te tiendrai au courant. Ou tu le verras sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'on communiquera pas mal là-dessus. Ça marche. Mais effectivement, tu peux utiliser les transports en commun. Thomas, merci infiniment. Laurent, merci. J'ai bien aimé SketchUp et je suis heureux de t'avoir reçu. J'espère qu'il vous a plu, chers auditeurs. Qu'est-ce que je te souhaite pour fin 2021-2022 ? L'ouverture de nouveaux... Ouais, c'est surtout l'ouverture de nos entrepôts, je veux dire, de nos solutions CrossDock, donc que l'ouverture dans le sud se passe bien, mais j'ai aucun doute là-dessus, tu vas me dire. Mais surtout de continuer avec nos clients. Et voilà, donc on a un beau métier qui a le vent en poupe.
il faut que ça continue. Et donc voilà, de toute façon, tu vas avoir pas mal de choses. Tu vas avoir Trosque électrique de plus en plus, parce qu'on a pas mal de camions floqués qui tournent dans Paris. Et voilà, que l'équipe grossisse et qu'on puisse continuer à bien opérer. Thomas, merci infiniment. Merci. Je te souhaite une excellente journée, une excellente année. Chers auditeurs, tout pareil pour vous. Et je vous dis à bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.